Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi unvoa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. La République démocratique du Congo célèbre ce 30 juin 2025 les 65 ans de son indépendance. La cérémonie s'était déroulée à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, en présence du roi Baudouin, Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu. 65 ans après, dans quel état se trouve la République démocratique du Congo, dirigée par Joseph Désiré Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange et actuellement Félix Tshisekedi. 65 ans d'indépendance, c'est aussi plus de 30 ans de guerre d'agression qu'a subi les pays, notamment dans sa partie est de la République. Très chers téléspectateurs d'Actu 30, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission à l'écoute. Et sur ce plateau, je reçois Maître Dalia Chilanda, coordonnatrice du mouvement politique Action Nouvelle. Avec elle, nous allons notamment parler de ces 65 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. À quel niveau se trouve le pays 65 ans après, mais aussi parler aussi de cet accord qui a été signé le vendredi dernier entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, notamment pour mettre fin à la crise sécuritaire qui se vit dans l'est du pays. Maître Dalia Chilanda, bonjour. Bonjour, Madame Jaël. Je sais que ma présentation était longue. J'ai envie de vous revoir encore sur ce plateau. Alors, c'est un plaisir, encore une fois, de recevoir une invitation et de partager avec nos téléspectateurs notre point de vue sur l'actualité, mais aussi sur une journée telle que celle-ci qui est symbolique pour nos Congolais, qui est le jour où nous célébrons l'indépendance que nos pères ont acquis grâce à leur lutte. Et nous ne pouvons que commémorer ce jour-là, bien que nous avons encore des choses à redire 65 ans après. Maître Diallo, d'abord, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, vous êtes coordonnatrice du mouvement politique Action Nouvelle. Quel est l'objectif qu'a poursuit ce mouvement? Alors, comme tout mouvement politique, nous sommes assignés la mission déjà de marcher aux côtés de la démocratie. Nous prônons les valeurs de la République. Nous voulons que notre pays ne puisse plus revivre les mêmes choses et que des mouvements tels que la nôtre puissent apporter sa voix pour dénoncer, au-delà même de dénoncer, mais aussi agir au travers des actions, au travers de notre pensée, parce que c'est une garantie que même la Constitution nous octroie de la capacité de réfléchir, de penser par rapport à notre pays. Et c'est cela, notre mission, au travers de cette structure, mais aussi, comme tout mouvement politique, oui, aujourd'hui, on a décidé de rejoindre l'opposition, mais le but ici aussi, c'est de travailler et de faire voir à notre population qu'ils peuvent compter sur nous et que nous sommes prêts à nous armer de patience dans notre lutte pour que le quotidien de Congolais puisse changer. Maître Dalia Chilanda, aujourd'hui nous célébrons les 65 ans d'indépendance du pays. Quel bilan faites-vous de l'état actuel du pays? Alors, Madame Jaël, le bilan aujourd'hui, il reste amer. 65 ans après, le constat, malheureusement, il est triste parce que notre pays aujourd'hui a
perdu son temps à conjuguer malheureusement 3 verbes. Nous avons le verbe dégrader, nous avons le verbe stagner et nous avons le verbe reculer. Tant sur le plan politique, tant sur le plan économique, tant sur le plan sécuritaire et même sur le plan social. Et ce tableau, malheureusement, 65 ans après, c'est triste que nous ayons à peindre un tel tableau de notre pays parce que, quand je vous ai dit dégradé, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même l'héritage colonial que nous avions peut-être reçu, aujourd'hui, nous sommes finalement, si l'on veut regarder d'un œil assez objectif, nous avions été incapables même de l'entretenir. Et même quand il faut encore parler du verbe reculer, pourquoi? Parce que du point où nous étions arrivés, aujourd'hui, la vie de Congolais seront tous d'accord avec moi de dire que le pays a largement reculé. Aujourd'hui, sur le plan de vie de l'économie, sur tout ce qui nous ont, même sur le point de vue même infrastructure, vous verrez que le 65 ans où nous pourrions être, en comparant par exemple avec nos voisins avec qui nous avions peut-être acquis l'indépendance la même année, vous voyez que nous avons largement reculé du point de vue la sécurité qui n'a pas suivi 65 ans d'indépendance, oui, mais 30 ans où nous comptons nos morts en termes de millions et ça malheureusement ne peut que dépeindre un tableau assez sombre de la République. Tableau sombre de la République, vous venez de dire que le pays a stagné, le pays a reculé, le pays a dégradé. À qui la faute? Alors, les responsabilités sont partagées, mais en premier lieu, nous avons les responsables, les différents gouvernants, sans vouloir forcément pointer du doigt. Mais il faudrait dire que notre tableau aujourd'hui, il est sombre parce que la politique qui a été mise en place n'a pas favorisé les compétences, n'a pas favorisé les hommes qu'il faut. La politique mise en place depuis 1960, oui, depuis cette culture même, oui, c'est cette culture, oui, effectivement, c'est cette culture qui s'est propagée jusqu'à nos jours, où l'on a toujours prôné autour des accords politiques les individus, les accointances tribales, ethniques et tout ce qui va avec, mais sauf la compétence, la qualification des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que ça n'a rien à voir ici avec les diplômes, mais tout simplement à voir avec est-ce que lorsqu'il fallait faire des choix des individus pour gouverner le pays, est-ce que c'était ceux-là qui devaient être. Vous voyez un peu, je prendrai un peu l'exemple d'une chorale. Si le pays aujourd'hui pouvait se comporter comme une chorale, au sein d'une chorale, on ne recrute pas parce que, voilà, Madame Jaël a un beau visage, ou bien Madame Jaël, c'est la petite sœur d'eux, ou bien Maître Dalia, c'est la grande sœur d'eux. Au sein d'une chorale, l'on choisit les artistes qui vont y faire partie en fonction de la compétence de tout un chacun, en fonction du fait que celle-là est soprano, celui-là c'est alto, c'est tout ce mélange-là. Donc, on quitte un peu les clivages politiques et consorts, mais on prend ici les compétences. Est-ce que la culture de la compétence nous a manqué? Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que même les perspectives économiques de notre pays aujourd'hui sont sombres du point de vue la santé, le secteur de la santé, comment les choses se passent, l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui l'éducation dans notre pays a largement dégradé? Le niveau que nous avions hier, est-ce que nous avions su maintenir au niveau des infrastructures le peu que nous avions? Est-ce que nous avions su l'entretenir? Est-ce que nous avions même construit de nouveau des nouvelles infrastructures? Malheureusement, non. Donc, vous voyez, c'est comme ça que je dis, 65 ans après, c'est un tableau qui reste malheureusement assez sombre, on peine à avoir de la lumière. Le sombre, Maître Média, il faudra avoir des auteurs de cette dégradation, parce qu'on a commencé, il y a eu le régime de Joseph Kasavubu qui n'a fait qu'à 5 ans. Après, il y a eu le coup d'État, Joseph Désiré Mobutu qui est venu, il a fait 32 ans. Laurent Désiré Kabila qui est venu, il est parti, il a fait 5 ans, il n'a pas aussi traîné. 18 ans de Joseph Kabila, et là on a Félix Tshisekedi qui a déjà 6 ans à la tête du pays. Voilà pourquoi. Est-ce que le problème ce tableau sombre que vous venez de peindre de la RDC, voilà pourquoi moi en tant qu'acteur politique, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a un régime qui est fautif, ou bien c'est à partir de 1960 que les choses sont mal parties, et voilà pourquoi nous sommes en train de payer peut-être ces conséquences de ces tableaux sombres où il n'y a pas de développement au niveau des infrastructures, le social, la médecine, la technologie. On sait que dans plusieurs secteurs du pays, les choses ne marchent pas. Madame Jaël, je l'ai dit tantôt ici,
qu'il s'agit d'une culture d'abord. Cette culture politique qui est ancrée en nous. Malheureusement, vous l'aviez dit, puisque, étant donné que c'est une culture se transmet. Les mauvaises habitudes se sont transmises au fil des ans et nous avons encaissé et nous arrivons jusque-là. Il serait très, très difficile et voire même injuste de vouloir pointer forcément du doigt un régime ou un groupe d'individus. Mais il y a toujours une source à quelque chose. Oui, il y a toujours une source à quelque chose. Nous sommes partis de 1960, le 30 juin où nous accédons finalement à la souveraineté nationale. Et quelques jours après, il y a eu le chaos qui a suivi avec la mutinerie. Donc, on part de l'histoire même de notre pays. Cette culture, est-ce que nous, en tant que peuple, est-ce que nous nous sommes réellement préparés à diriger? Est-ce que nous nous sommes réellement préparés aujourd'hui? Je vous prendrai un exemple. Je vous parlerai par exemple de la lazarianisation. L'intention du président Mobutu à cette époque, c'était finalement de remettre l'économie du pays entre les mains de Congolais. Mais la question qui ne s'était pas posée, est-ce que ces Congolais-là étaient prêts? Est-ce qu'ils étaient préparés effectivement à en prendre en main? Parce que c'est bien beau d'arriver quelque part où il y a un magasin tout fait, on te dit voilà, on chasse le blanc qui est là ou le colonisateur qui est là, et toi, enfant du pays, viens prendre position. Mais si tu n'as pas les matières, si tu ne connais pas ce qu'il faudrait faire, tu ne sais pas comment établir, quels sont les charges de bénéfices, tout ce qui va avec, tout ce qui suit la chaîne d'approvisionnement, tant que la matière en elle-même n'est pas assise, donc on ne va qu'aller en une perte. On va tous crier oui, retour à la nation, mais après pour quel résultat? Donc la lazarianisation, c'était une très bonne idée, mais la mise en application finalement a posé problème parce que les acteurs n'ont pas été... Et on a vu aussi avec la GCAMU, nous avons vu ce qui s'est passé. On demande à un groupe de s'en aller pour que les autres se sont sentis lésés, décident de reprendre. Et quelle a été la suite? Et aujourd'hui, même la GCAMU peine à se mettre debout. Donc nous partons d'une culture qui s'est ancrée malheureusement et comme c'est un système qui, d'un moment, qui bénéficie à un groupe de personnes, les gens ne sont pas prêts, les acteurs politiques ne sont pas prêts à vouloir penser qu'il est grand temps que nous puissions changer ça. Je vous donne encore un autre exemple. Lorsque quelqu'un est nommé à un poste de responsabilité, autour de lui, la question se revient, autour de lui, tout le monde viendra lui dire, on va lui dire calmement, c'est notre tour. Il faudrait que nous puissions nous bénéficier. Il faudrait que nous nous retrouvons. Mais à quel moment on se dit, quand quelqu'un est nommé à un poste, on se dit, c'est le moment de servir. Donc vous voyez que notre culture politique ici, c'est plutôt une culture où l'on va pour se servir et non servir réellement la population. Voilà pourquoi 65 ans après, nous sommes là, nous stannons, nous peinons à nous en sortir, nous avons reculé et même les biens, l'héritage que nous avons reçu, nous n'avons pas pu le sauvegarder. Aujourd'hui, il est carrément en dégradation et c'est ça le danger, 65 ans après, où on se dit 65 ans, c'est un âge où on devait avoir accompli un certain nombre de choses, mais lorsque nous nous mettons sur une balance, qu'avons-nous réellement apporté à ce pays? Lumumba disait que nous avons le devoir de faire rayonner la République démocratique du Congo au cœur de l'Afrique. Mais aujourd'hui, est-ce que on est fiers en tant que Congolais de le dire? Est-ce que nous nous regardons? Est-ce que nous pouvons nous assumer en tant que tel? Malheureusement, non. Le résultat, il est amer. 65 ans après, on est là, on se pose encore beaucoup de questions et on ne sait même pas encore comment est-ce que ce bateau, où est-ce qu'il va réellement. Et c'est ce qui est bien dommage. Donc, 65 ans après, si le Congo a du mal à se développer, à décoller, le problème, c'est l'homme congolais lui-même. Exactement. Et l'homme congolais, c'est le politicien, nos dirigeants, tous ces régimes qui sont passés, ces régimes, on peut comprendre que ces régimes... Il n'y a pas que le dirigeant... Parce que c'est santé qui dirige, ce sont le politique, c'est santé qui n'ont pas mis la population au centre de leurs actions, c'était plus des intérêts personnels. Oui, mais il y a aussi une chose, la population... Les autorités sont en train d'évoluer, ils deviennent de riches, mais la population, elle ne fait que s'appauvrir. Après, malheureusement, chaque régime, plutôt j'allais dire,
C'est les constants. Oui, on a beau dire que la République démocratique du Congo est un pays riche, mais à combien faut-il de raison que cette richesse, est-ce qu'elle bénéficie réellement à l'ensemble de la population? Malheureusement, non. Voilà, donc on a l'impression que les richesses, l'impression non, mais la vérité est que les richesses circulent, ne bénéficient qu'à un poignet de gens, à un groupe de personnes, sans que réellement la population ne se sente concernée. Mais au-delà de pointer les dirigeants et la culture politique de notre pays, il y a aussi la part de la population, du fait qu'on a souvent aussi été très large, très laxiste. On s'est finalement laissé manipuler. Et même lorsque l'on voyait que ça va en l'encontre même de nos intérêts, mais en tant que population, et voilà pourquoi le doigt est finalement beaucoup plus pointé vers les politiques, parce qu'ils ont profité aussi de cette naïveté de la population pour asseoir et nous assujettir, afin qu'aujourd'hui, 65 ans après, nous puissions stagner de la manière que nous stagnons. Vous voyez un peu d'où le tableau, s'il faudrait vraiment le dépeindre, l'image reste assez noir, c'est frustrant aujourd'hui, 65 ans après, que le pays peine à décoller de la sorte avec tout ce que nous avons. Le bon Dieu nous a tout donné. Mais simplement, nous, en tant qu'hommes, nous avions notre part de responsabilité. Et malheureusement, c'est là où nous avons failli. Nous n'avons pas été capables. Aujourd'hui, est-ce que les pères qui se sont battus pour cette indépendance, avec beaucoup d'espoir dans les cœurs, aujourd'hui, est-ce qu'ils, quand ils nous regardent, est-ce qu'ils sont fiers de voir ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils se disent, est-ce que notre combat, est-ce que ça a valu la peine finalement, puisque nous nous sommes battus, mais au lieu que le pays décolle, au lieu que le pays soit le centre, même le cœur même de l'Afrique, aujourd'hui, la RDC, elle est au bas de l'échelle. Elle est au bas de l'échelle. On a beau dire scandale géologique, tout ce que vous voulez, tout ce qui est beau à entendre, mais la réalité, elle est tout autre. Et malheureusement, il est grand temps que nous prenions conscience en tant que peuple que nous avons le devoir de rendre ce pays bien meilleur que ce que nous avons reçu. Vous venez de dire qu'il est grand temps de prendre conscience. Et on l'a toujours répété, chaque célébration d'indépendance, on revient, on passera sur ce plateau, les gens, les politiques, la société civile, les gens viendront donner leur point de vue pour les développements du pays, mais mettre 65 ans après à ce stade. Qu'est-ce qu'il faut alors faire selon vous pour quitter dans cet état où vous venez de dire que nous sommes en train de stagner, nous avons reculé, nous sommes en train de... il y a la dégradation. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que, lorsque quand même on va fêter nos 70 ans, nos 100 ans, qu'on oublie alors cette phase de crise? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? La première des choses, puisque nous avions bien décelé le problème, la nature même du problème de la RDC, la première des choses, ce serait d'abord que l'homme congolais puisse être transformé. Et cette transformation doit commencer du haut de l'échelle même, les politiques, jusqu'au niveau de la base, au niveau de la population, afin de comprendre que 65 ans et où nous sommes aujourd'hui, c'est vraiment dommage. On croirait que ça faisait pas très longtemps qu'on a eu l'indépendance, mais ça fait 65 ans. Et 65 ans dans notre pays, c'est pratiquement l'âge de la retraite. L'on suppose que on a suffisamment travaillé, on a apporté ce que l'on pouvait apporter à la société de positif, et 65 ans après, on se dit, voilà, c'est l'âge de la retraite, je peux me reposer et passer le relais. Mais aujourd'hui, nous qui sommes là en tant qu'acteurs politiques, est-ce que nous pouvons passer le relais à la nouvelle génération? Nous qui sommes de cette génération, mais je veux vous le dire, des avantages qu'ont peut-être joui nos pères lorsque le système éducatif dans ce pays fonctionnait encore comme il se doit, nous n'avons pas bénéficié de ça. Limite, lorsqu'on parle à un étudiant congolais de cette génération, on lui parle par exemple de la cantine estudiantine, c'est quelque chose d'inconnu. Qu'on parle de la bourse pour étudiants, c'est inconnu. Nous n'avions pas connu ça. Ça veut dire que les pères ont pu jouir de certains avantages d'un système qui fonctionnait encore convenablement, mais ils ont été incapables de faire bénéficier en retour à la jeune génération. Et nous aussi, qui n'avons d'ailleurs pas eu
l'opportunité d'avoir, par exemple, les bourses étudiants, est-ce qu'à notre tour, qu'est-ce que nous pouvons encore léguer alors que nous devons plutôt nous révolter pour nous dire que ce n'est pas normal. Si nous voulons que notre pays soit fort, il faudrait que l'on repense notre système éducatif, il faudrait que l'on repense notre système de santé, il y a encore, la RDC est encore un vaste chantier et c'est à tous les niveaux. Et à la question de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire, je l'ai dit en premier lieu, il faudrait d'abord reformer l'homme congolais, emmener cet homme à comprendre que la politique, ou faire de la politique aujourd'hui, ce n'est pas une relation simplement pour venir épuiser à son tour, mais c'est pour travailler pour l'intérêt général, afin que les générations qui viendront puissent bénéficier et eux aussi à leur tour. J'ai toujours dit, la politique c'est un peu comme le course à relais. On n'est pas censé tout faire. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas demander au président de la République de tout faire, de tout changer. Mais chacun à son niveau peut faire bouger les choses afin que prochainement il donne le relais au suivant et le suivant il va faire ce qu'il a à faire et ainsi de suite, parce que c'est un rythme de complémentarité. Donc on doit d'abord reformer l'individu, l'homme congolais d'abord, de comprendre dans sa chair, et deuxièmement c'est de briser cette culture politique qui favorise les tractations politiques, qui favorise l'appartenance aux partis politiques, qui favorise les tribalismes, les clientélismes, tout ce que vous voulez, mais malheureusement qui ne favorise pas la compétence. Nous avons encore ce problème-là. Aujourd'hui, dans notre pays, on se retrouve avec des hommes qui sait bien, par exemple, qui ne connaît rien en hydrocarbures, mais parce que c'est un poste militaire, il se dit, bon, je vais aller me débrouiller. Pourquoi il va aller se débrouiller? Parce qu'il voit, il a une jurisprudence qui montre que plusieurs qui sont arrivés peut-être à un certain poste, qui n'avaient pas les compétences nécessaires, qui ne s'y connaissaient rien, qui devaient apprendre en 2 semaines pour essayer de maîtriser le rouage, et cette culture-là ne doit plus continuer parce qu'elle n'a pas favorisé le développement du pays. Malheureusement, nous n'avons fait qu'à régresser. Si à chaque fois dans les institutions, nous devons avoir des stagiaires ou de nouveaux apprenants, c'est très difficile. Le pays est rempli de compétences, le pays est rempli d'intelligence, d'où il faudrait favoriser ici les compétences. Merci, maître. Il faut favoriser les compétences, il faut réformer l'homme congolais, il faut briser tous ces systèmes qui font à ce que le pays ne puisse pas avancer. Vous avez parlé du népotisme, le tribalisme, le favoritisme, tout ça. Mais vous ne voyez pas que ça tourne. S'il faut la personne qui doit changer cela, c'est la personne qui est à la tête du pays, c'est pas le régime qui vient et qui doit mettre, parce que au fin de compte, c'est l'homme. C'est le politique qui doit changer. Parce que c'est le politique qui maintient ce système. Si un système, il y a un politique qui vient, il dit, ça ne va pas marcher, peu importe. Les choses aussi vont aussi également changer. Voilà pourquoi je reviens toujours à ma question. Est-ce que c'est les problèmes aujourd'hui du Congo? Ce n'est pas les différents régimes qu'on a connus, ces régimes qui ont mal géré les pays. Et voilà, on ne fait que s'enfoncer. Madame Jaël, je vous le concède en disant que les différents régimes, je me répète encore, les différents régimes ont tous voulu maintenir cette culture dont je parle, du moment qu'elle profite à un système. Maintenant, aujourd'hui, il est temps que nous ayons des dirigeants qui seront prêts à s'engager, pas pour leurs propres intérêts, mais pour l'intérêt commun. Mais malheureusement, jusqu'ici, nous n'en avons pas. Nous voyons que nous retrouvons, au contraire, les 6 dernières années, nous avions vu comment la corruption a gravi des échelons dans notre pays. Ça veut dire que nous n'avons pas encore des hommes qui sont prêts véritablement à travailler, à se dire, nous sommes là, essayons de faire progresser le pays. Malheureusement, c'est ce que nous avons aujourd'hui comme résultat, tout simplement. Tant que le système profite aux individus, ils se disent que voilà, c'est pour moi, je suis là, c'est mon temps, je bénéficie et tout, mais sans forcément penser à l'idéal qui est commun, au dénominateur qui nous est tous commun, qui est la République démocratique du Congo. Parce que où que j'aille, et que je décide de donner à mon enfant un autre pays d'appartenance, mais on lui rappellera toujours ses origines, on lui rappellera toujours d'où il vient, d'où viennent ses parents, d'où, vous voyez un peu, nous devons, tant que nous n'avons pas encore compris que
il faut, en tant que nous, peuple, nous choisir des dirigeants qui auront une vision plus large que leur propre poche, qui vont aller au-delà et penser à nous. Certains diront, mais madame, c'est vrai, ça reste des verbes, chaque fois on le dit. Mais c'est ça le problème. Nous le disons tous, nous savons tous exactement ce qu'il faut faire, mais personne n'a réellement envie de changer. Et s'il faut le dire et le redire afin que ça puisse pénétrer dans les esprits, nous allons faire ce travail-là, nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer à le dire. Aujourd'hui, j'ai dit, il faudrait réformer l'homme congolais, il faudrait changer cette culture que nous avons entretenue, nous avons chérie pendant aussi longtemps qu'il ne nous a servi à rien. Au contraire, nous avons reculé. Au contraire, nous stagnons, nous n'avançons pas. Et aujourd'hui, notre situation, elle va de manière assez alarmante. On se dit, où est-ce que nous allons? Donc, c'est à nous, population, de comprendre que nous devons nous réveiller afin d'obliger, parce que les politiques, tant que leurs positions sont réconfortées, ils ne sont pas prêts à changer. Mais Madame Jaël, c'est simple. Lorsque vous êtes confortable dans une position, pourquoi voudrez-vous changer réellement? Mais lorsqu'on a ces pouvoirs, lorsqu'ils obtiennent ces pouvoirs sur le nom du peuple, comment alors vous obtenez le pouvoir, vous obtenez un poste au nom de la population pour changer les choses, mais il faut arriver là-bas. Ce sont maintenant des intérêts personnels. Vous pensez que ce système finira avec la génération, on voit avec le Daliati Landa, la génération, ce système un jour sera brisé, le Congo, on dira les années plus tard, ce qu'on a vécu deviendra une histoire. Parlons des élections. Les processus électoraux dans notre pays, nous avons vu comment est-ce qu'elles se sont passées. Nous avons vu, nous avons déploré la corruption à tous les niveaux, au niveau des acteurs, la CENI, au niveau même de dons que l'on remet aux populations pour obtenir un vote. Vous voyez un peu tout ce désordre finalement est en train de favoriser et même en train de mettre à un piédestal cette culture dont je parlais, cette culture finalement politique qui ne nous a aidé en rien. Aujourd'hui, les élections, quand on parle d'élections, nous savons comment ça se passe. Ces acteurs-là qui ont pu se faire élire grâce à la corruption, grâce au népotisme et tout ce qui va avec, une fois arrivés là, lorsqu'il faudrait remercier ou gratifier ceux qui ont permis qu'ils arrivent à cette phase-là, ça ne sera pas la population. Du fait qu'il a dû corrompre, il va penser premièrement à remplacer le montant qu'il a eu à décaisser. S'il est passé là parce c'était un favoritisme dû à des questions tribales et consorts, il va d'abord remercier son clan. Donc, à quel moment ces personnes qui arrivent de cette manière-là pense population? D'où voilà le travail qui doit être fait. Voilà pourquoi quand on parle de la réformation, elle englobe finalement la nature même de tout ce que nous sommes en tant que peuple, notre manière d'agir, notre manière de lire, notre manière de fonctionner, notre manière même de penser que c'est quoi le pouvoir. Aujourd'hui, un Congolais pense que non, un député national, c'est peut-être son travail, ce serait de nous réunir, nous donner un petit rien en poche, mais ça dénature même la charge et les responsabilités d'un député national qui est là pour légiférer les lois, qui est là pour examiner les lois, qui n'est pas là. Donc, on a transformé, les gens pensent que le meilleur député, c'est celui, par exemple, qui doit construire des ponts. Papa social. Oui, c'est papa social ou maman sociale. Donc, vous voyez un peu que, donc, même au niveau de la population, il y a un travail de fond qui doit être fait pour que chaque acteur puisse comprendre que de quoi moi en tant que peuple, qu'est-ce que j'attends des dirigeants, je vote mes dirigeants en fonction de quoi, et les dirigeants aussi qui seront véritablement élus auront maintenant cette fois-ci la responsabilité d'être rédévables, parce que nous avons ce problème dans ce pays, les gens ne sont pas rédévables du fait que ils sont là grâce à son parti politique, donc il est plus rédévable à son parti politique qu'à la population. Donc il y a ce contraste malheureusement qui fait que les choses aujourd'hui puissent tanner, comme je l'ai dit, puissent nous emmener à ce décor qui malheureusement fait que nous reculons. La grandeur de ce pays, la grandeur que nous chantons dans notre hymne national, malheureusement, nous peinons encore à atteindre même au niveau de la cheville, malheureusement. Maître, pour clôturer cette première partie de l'émission, 65 ans après, vous pensez que la population congolaise souffre de l'éveil patriotique?
est-ce que la population congolaise souffre de l'éveil patriotique? Je veux prendre cette question sous deux volets. Il y a la partie pédagogique. Est-ce que la population a été suffisamment enseignée sur le patriotisme? C'est quoi le patriotisme? Est-ce que les Congolais comprennent cet engagement-là? C'est vrai que moi, je suis très active sur les réseaux sociaux. Je vois combien nous arrivons à nous lever pour parler du Congo. Mais est-ce que les Congolais lambda de tous les jours, est-ce qu'ils comprennent réellement la portée, même le sens même du mot patriote? C'est vrai que nous disons tous Bendelo Koyate, Mbokelengi, tout ce que vous voulez, mais est-ce que ce sens-là est compris? Et là, par cette question, il faudrait maintenant revenir. Est-ce que l'État, qui lui a son rôle, qui doit aider la population, qui doit travailler sur la population au travers des campagnes, au travers des messages forts que le peuple pourra intérioriser pour se dire que je suis congolais, mon pays, c'est ma priorité et que je ne peux pas pactiser avec l'ennemi pour et contre mon pays. Est-ce que les Congolais l'ont compris? Malheureusement, non. C'est vrai que nous avons un amour naturel pour notre mère patrie. Nous l'aimons, ce pays. Nous aimons. À chaque fois que nous avons l'occasion d'aller ailleurs, une fois que tu prends l'avion pour retourner, une fois que le pilote annonce la descente sur Kinshasa, on est tous contents. On est tous fiers de dire, ah oui, Zali Kambamoutoulou, oui, parce que c'est un amour naturel, mais que l'État se doit aussi, au travers de différents organismes et pouvoirs qu'il a, de enseigner à nos enfants dès les bas âges. Nous voyons ça par exemple dans des pays comme par exemple la Corée du Nord, la Chine, où c'est dès les bas âges où l'on inculque aux enfants le patriotisme, c'est quoi aimer son pays, c'est quoi servir son pays, parce que, comme je l'ai dit, la reformation ici de l'homme congolais passera aussi par ça. Il faudrait commencer, parce que nous qui sommes peut-être aujourd'hui, on peut dire que nous sommes difficilement rattrapables, mais les enfants qui sont en bas âge, on peut les aider. Regardez notre système éducatif. On passe plus de temps à nous parler de ce temps-là. Mais combien plus forte de raison, les enfants qui sont en âge scolaire connaissent même la portée de la guerre à l'Est. Ils voient à la télé, ils voient, mais est-ce que dans notre système éducatif, est-ce que l'on en parle? Regardez le pays agresseur, ils ont passé leur temps à travailler leur narratif, afin que dès les bas âges, les enfants ne soient pas ignorants de ce qu'ils ont connu en 96. Vous voyez un peu d'où notre pays aujourd'hui, on a encore un long chemin à parcourir et ça doit passer par la pédagogie, par notre système éducatif qui doit se relever, afin que les enfants, les générations qui viendront puissent être en même de se défendre et puissent être en même de développer un amour fort pour la patrie. Maître Dalia, 65 ans de l'indépendance, je peux dire la RDC est en train de la célébrer sous la signature d'un accord du pays avec le Rwanda. C'était le 27 juin. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord? Madame Jaël, comme toute initiative ou processus qui tend vers la paix, elle ne peut être que salutaire. Bien qu'elle soit insuffisante et qu'elle ne puisse pas répondre aux différentes attentes de notre population, mais puisque c'est un processus qui est engagé afin de conjuguer le langage ici de la paix, en tant que Congolais, on peut que saluer et prendre et voir dans quelle mesure les choses seront acheminées, comment est-ce que les partis signataires vont s'en tenir à cet accord et voir comment aussi le médiateur, puisque ça a été fait sous la médiation des États-Unis, voir comment il va s'assurer de la faisabilité et aussi du respect des accords, parce que nous avons vu plusieurs fois comment le Rwanda a toujours arrivé à manigancer, à se défiler, à ne pas respecter. Mais nous n'allons pas que pointer du doigt la partie rwandaise, mais nous aussi, en tant que partie signateur, nous avons aussi des devoirs et des obligations qui nous sont assignées et que nous devons respecter. Donc,
Nous saluons, comme toute initiative qui parle de la paix, nous ne pouvons que saluer d'abord en tant que patriotes, mais après nous voyons que ce n'est pas suffisant, que ça ne répond pas à tout, mais c'est un pas. Voilà. C'est un pas. Cet accord a suscité de nombreuses réactions pour certains. Comme vous venez de le dire, il faut saluer pour d'autres lueurs d'espoir. Pour certains, il y a eu bradage des ressources naturelles. Cet accord a plus favorisé le Rwanda que la RDC. Cet accord, il y a des termes qui fait craindre, qui poussent à certaines personnes de ne pas totalement accepter cet accord. Bon, pour ceux qui ne l'acceptent pas, bon, il faudrait dire qu'il s'agit là d'un fait, puisqu'il a été signé en notre nom en tant que Congolais. Par contre, moi j'aimerais plutôt mettre un peu la lumière sur ce que sur nos réticences vis-à-vis de cet accord. Au sein de cet accord, le Rwanda n'a pas été implicitement désigné comme agresseur de la RDC. Il faudrait que nous commençons par là. Aujourd'hui, le Rwanda s'en tire un tout petit peu. Il s'en tire un tout petit peu dans la mesure où nous aurions, c'est vrai qu'il y a eu des rapports, plusieurs rapports condamnant le Rwanda, mais ici il était aussi question de rappeler combien le tort qu'a connu la RDC au travers du Rwanda et de tous ses supplétifs, qu'aujourd'hui, il est pleinement responsable. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on nous parle au sein de l'accord, j'ai lu, on nous parle ici de désengagement progressif et désarmement progressif, mais on rappelle aussi à la RDC de neutraliser les FDLR. Finalement, on revient un peu à ce qu'on a l'impression que est-ce que les choses vont aller en bon train, et cette crainte-là, elle est totalement légitime. Du fait que nous avons en face de nous un adversaire qui n'a jamais respecté les choses, puisque les accords avec le Rwanda, il y en a eu plusieurs, et même avant le processus de Washington, il y a eu le processus de Luanda, il y a eu celui de Nairobi, voilà, il y a Doha aussi, donc il y a tout ce pourparler où la RDC a toujours voulu mettre les pourparlers, mais en même temps, il faudrait souligner ici que cet accord intervient tout simplement parce que nous n'avons pas été en mesure de nous défendre au travers de notre armée. Notre armée n'a pas été dissuasive. Aujourd'hui, la partie est de notre pays, elle est occupée de cette manière-là. Donc, aujourd'hui, nous n'avions que comme recours pour arriver à avoir la paix. Encore faut-il vraiment respecter les différents titres ou articles même de cet accord. Nous sommes réduits finalement à négocier, à essayer de trouver. Mais parlons du bradage des minerais. Je dirais ici que la question, quand il y a un médiateur, ce médiateur vient aussi avec un agenda, vient aussi avec des intérêts. Aujourd'hui, la RDC regorge des minerais stratégiques. Donc, la RDC, tout le monde veut avoir sa part au sein de la RDC. Et en tant que peuple, nous avons toujours vu combien les minerais ne nous ont jamais profité à nous qui sommes population, à nous la population. Donc, encore une fois, les questions, elles sont totalement légitimes et les scepticismes même de certains est encore une fois légitime dans la mesure où nous voyons ce qui se passe aujourd'hui au travers de cet accord. Les États-Unis enverront, ils vont suivre la chaîne d'approvisionnement pour effectivement nous débarrasser de tout ce qui est marché illicite de minerais, mais sous couvert de cette responsabilité de pouvoir accompagner l'acheminement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre agenda cassé d'avoir la main mise finalement sur les minerais du Congo? Et nous connaissons comment ça se passe, parce que n'oublions pas que le même Rwanda aujourd'hui dont nous parlons
a toujours eu aussi comme soutien les États-Unis. Donc, nous revenons finalement, aujourd'hui, nous avons une position où, moi je dis, il se faire fausse route de penser que cet accord vient nous délivrer, et non, c'est faire fausse route. Certes, nous saluons, puisque tout processus qui parle de la paix ne doit bénéficier des encouragements et de l'accompagnement de nous en tant que population, mais nous gardons encore, nous sommes assez sceptiques, on se pose des questions de savoir est-ce que cet accord finalement ne vient pas ici protéger un pouvoir, parce que nous avons vu comment les choses se sont passées. Est-ce qu'on n'est pas prêt à tout donner pour se maintenir au pouvoir? Le chef de l'État a dit dans son discours, je pense que vous l'avez suivi, son discours à l'occasion de la fête de l'indépendance, Félix Tshisekedi a fait savoir que cet accord est une promesse de paix. Il indique également que les ressources de la RDC ne seront jamais bradées pour des intérêts obscurs. Ça rassure, non? Ce n'est pas rassurant. Venant de quelqu'un qui a toujours un peu changé de ses positions, et vous savez, il a un peu tendance, le chef de l'État a un peu tendance ici à se contredire, et parfois on a un peu du mal à suivre son rythme à lui. Aujourd'hui, il dit ceci, mais je dirais encore, ça reste des verbes, c'est un texte, c'est bien joli de le dire, mais la réalité est tout autre. La réalité aujourd'hui se veut que la RDC se verra aujourd'hui sous la médiation des États-Unis suivre une certaine catégorie. Nous avons le Rwanda aujourd'hui qui, il faut le dire, s'en tire un peu plus facilement. C'est un peu trop facile aujourd'hui de dire au Rwanda, voilà, ne soutenez plus les milices, ne soutenez plus les M23, mais nous savons ce qui se passe dans le fond. Nous savons qu'ils ne veulent pas ils ne veulent pas s'éloigner des minéraux congolais. D'où, avec le soutien aujourd'hui des États-Unis, je reste patriote, j'aspire à la paix, mais cela ne m'empêche pas de réfléchir, et c'est totalement légitime pour moi de réfléchir et de me dire que je ne sais pas faire confiance à cet accord, je ne sais pas faire confiance aussi aux responsables, aux gouvernants, puisqu'on a plusieurs fois, nous-mêmes, dans notre chef, été coupables de ne pas être en mesure de respecter les engagements. Ça aussi, c'est un autre problème congolais qui est là. Mais à ce qu'il faut souligner, lorsque l'on parle aujourd'hui de cet accord vient donner une réponse au niveau international, régional, et même la sous-région de Grand Lac, vous voyez. Mais il y a aussi une autre question. L'on a beau balayer à l'extérieur de la maison, on a beau mettre les plantes, les fleurs, tout ce que vous voulez, mais il demeure une problématique majeure qui est celle de l'interne. Aujourd'hui, quel est le résultat en interne? Le pays il est divisé, le népotisme bat son plein, la corruption est à son summum, comme jamais ça n'a été auparavant. Et aujourd'hui, les acteurs... C'est pas une autre part de manche, voilà, là, nous sommes au niveau sécuritaire, népotisme... Non, mais c'est une autre... Ce n'est pas une autre peur de manche, Madame Janet. C'est un tout, c'est un corps. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que nous avions entendu le Rwanda à plusieurs reprises nous reprocher, nous dire que notre problème n'était pas lié avec le Rwanda, mais c'était plutôt un problème congolais. Pourquoi est-ce qu'il s'appuie sur ça? Pourquoi est-ce qu'il s'est longtemps appuyé sur ça? Parce qu'il règne un désordre en interne qui favorise, qui finalement donne les mots à l'agresseur contre nous. Tant que nous ne pouvons pas résoudre les causes profondes même du conflit que nous subissons ici en interne, et malheureusement qui a été entretenu par ces régimes, donc nous allons faire tout ce que nous allons faire, mais parce que quand il faudrait lire l'accord. Que dit l'accord? L'accord nous demande de ne plus soutenir les groupes armés qui met en mal le bien-être de l'un ou de l'autre. Mais nous-mêmes ici, en notre sein, nous avons même encore des dirigeants politiques qui entretiennent de groupes armés. Donc, toutes ces questions-là, il faudrait les aborder en interne pour se dire, qu'est-ce que le frustré, ça n'en manquera pas. Il y aura toujours des frustrés. Mais je pense que lorsque les problèmes sont abordés de manière sincère, voilà pourquoi nous invitons et nous soutenons, nous portons même l'initiative portée par la SENCO-SCC, le pacte social pour le bien vivre ensemble dans la sous-région. Tout simplement parce que c'est important que nous nous retrouvons, les forces vives, autour d'une table, discuter, parler.
le langage de la paix et voir dans quelle mesure les responsabilités de tout un chacun sera abordée et que nous, et qu'ensemble, nous allons nous dire voilà ce qui a été, voilà ce que nous devons faire et nous pouvons avancer. Et ce même langage, cette disposition d'aller à un dialogue national et surtout inclusif va déstabiliser finalement le narratif de l'ennemi qui finalement n'aura plus de quoi s'appuyer parce qu'il s'appuie au conflit de notre pays, de tout ce que nous avons des problèmes de corruption. Lorsqu'il parle de la corruption, est-ce que c'est un mensonge? Aujourd'hui, la corruption, elle est à quel niveau? Si hier, on pouvait entendre qu'on a volé 2 millions, aujourd'hui, là, c'est un problème qui concerne le Congolais qui doit s'arranger. Mais oui, puisque c'est un problème. Non, on n'a pas besoin que le Rwanda vienne nous faire des leçons morales, ça c'est vrai. Mais lorsque le Rwanda utilise ça contre nous, je prendrai un exemple. Lorsque je suis là, par exemple, et j'ai mon père qui est peut-être en soulard devant tout le monde et qu'on sort, et que lorsque je veux me défendre face à quelqu'un et que cette personne me dit va là-bas, d'ailleurs tu as un père soulard, c'est vrai que j'aurai les points, les coups à donner, mais quelque part ça va m'affaiblir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens chez moi, parce que c'est une interpellation, je reviens chez moi, j'essaye de ramener l'ordre, d'essayer de dire, voilà ce que je peux faire, comment je peux faire pour aider mon père, afin de me donner plus de force à affronter, parce qu'il ne faudrait pas lui donner des béquilles contre nous. Et ces béquilles-là, que l'on veuille ou pas, c'est la vérité. Quand ils nous accusent, c'est la vérité. Mais maître, est-ce qu'ici, il faut lutter contre la corruption, il faut lutter népotisme et tribalisme? Est-ce qu'on a besoin d'un dialogue autour de ça? Parce que là, c'est ceux qui ont le pouvoir. Vous venez avec votre programme de société, vous le mettez en place. Notamment, il y a, je prends l'exemple, le chef de l'État a toujours lutté contre la corruption. Il l'a toujours dit. On sait que c'est l'une de ses batailles pour mettre notamment fin à cela. Il veut que la justice soit indépendante. Et pour ça, s'il y a corruption, il y a tout ça. Ce qu'on a besoin que les Congolais se mettent ensemble pour parler. Là, je trouve un peu... Madame Jaël, c'est bien beau de dire que, voilà, c'est un cheval de bataille. Là c'est du point de vue de la forme. Moi, je veux que l'on reste du point de vue du fond. Est-ce que dans le fond, est-ce qu'il y a réellement, est-ce que nous sentons réellement cette envie, ce désir de combattre la corruption, ce désir de réduire le train de vie des institutions? On le dit chaque jour, on les chante, mais est-ce que dans le fond, même, est-ce qu'il y a un progrès? Est-ce qu'un Congolais lambda se dit, ah oui, on sent que l'on se bat pour élever la justice, on se bat pour arrêter la corruption? Au contraire, si hier on a eu à entendre l'écho d'un détournement de 30 millions, il ne fera pas une semaine où on va entendre un autre aura fait un exploit de 40 limites. On a l'impression qu'il s'agit là maintenant d'une compétition de qui est plus intéressant, qui est le plus vaillant à détourner le maximum d'argent. Donc parler, c'est bien, mais poser des actions qui emmènent à arrêter, à stopper un système qui détruit le pays dans le fond. Ça, c'est la première manche. La deuxième manche ici, il faudrait que l'on soit concis. Lorsque l'on parle aujourd'hui d'un dialogue autour d'une table, le dialogue a toujours fait partie intégrante de notre politique. Certains diront qu'il y a rendez-vous ici de postes, mais après, toute rencontre, toute discussion autour d'une table a des conséquences. Les conséquences peuvent être un nouveau gouvernement, mais ici, nous ne perdons pas de vue le sens même ou pourquoi est-ce que le pacte social aujourd'hui de la SENCO et CC parle même de ce dialogue. C'est d'abord pour pouvoir analyser les causes profondes même de nos conflits. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que nous sommes là? Il faudrait que l'on arrive à se regarder droit dans les yeux pour dire voilà ce qui a été fait, voilà ce qui n'a pas été fait. On ne peut pas passer notre temps. Le régime en place ne peut pas passer le temps à accuser, à reprocher, mais être incapable en retour de réfléchir, d'agir et de réagir en temps. Parce que c'est ça gouverner au fait. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, autour d'une table, les forces vives, toutes les natures soient-elles, puissent être mises ensemble pour pouvoir discuter. Aujourd'hui, nous avons une partie de notre pays qui est occupée, où même les dirigeants ici dans la ville de Kinshasa auront du mal à s'y rendre. Donc,
pour cela, effectivement, il faudrait se mettre autour d'une table pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi les uns se sentent lésés par les autres? Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression que le régime en place a mis une caricature pour élever qu'un groupe et délaisser un groupe. Non, le Congo nous appartient tous. Et puisque nous appartient tous, on doit finalement se mettre autour d'une table et parler sincèrement et parler de ce qui ne va pas afin d'aboutir à une solution durable, une paix. Nous voulons la paix, nous voulons conjuguer les langages de la paix, mais ne peut pas être fait si en interne, nous ne balayons pas, nous ne mettons pas de la propreté et prétendre uniquement s'occuper de l'extérieur. Oui, c'est la façade, mais à l'intérieur, ça brûle, ça ne sert à rien, puisque au finish, les débris de cet incendie vont affecter l'ordre qu'on a mis à l'extérieur. Donc, il y a ce paradoxe-là et les dirigeants doivent comprendre que c'est important que nous allons à ce dialogue autour d'une table et avec sincérité. J'insiste sur ça. Maître Dalia, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. 30 secondes, nous avons vraiment quand même dépassé. Un mot à ces Congolais qui vous écoutent. Alors, à ce Congolais, je vais en profiter pour dire je ne dirais pas bonne fête, mais je dirais plutôt bonne journée de réflexion. Aujourd'hui, 65 ans, chacun de nous doit réfléchir sur comment nos aspirations par rapport au pays. Et ensemble, nous devons, comme le dit l'hymne national, essayer de relever notre front afin d'emmener et de redorer ce pays de sa plus belle robe, mais aussi de la ramener à la hauteur ou à la grandeur que nous aspirons tous pour notre pays. Et nous savons que les difficultés que nous avons connues durant ces 3 décennies avec les conflits, la guerre injustement imposée, nous allons y parvenir. Le problème des Congolais sera résolu que par des Congolais et j'espère que la population aura compris l'importance même de ce dialogue, de discuter afin de répondre à la plus grande préoccupation aujourd'hui qui est la nôtre, qui est la paix, mais surtout de ne pas oublier que nous avons que le Congo comme dénominateur commun, d'où que nous soyons, quoique nos visions ne soient pas toujours pareilles, mais notre dénominateur commun reste la République démocratique du Congo et c'est à cela que nous pouvons s'en tenir. Donc pour cette journée, je ne peux que dire vive la République démocratique du Congo et vive nos 65 ans. Vive la République démocratique du Congo, vive nos 65 ans d'indépendance. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de votre attention. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi wumva nyonso ngetu bamuke wa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.